Bonjour et bon demain. Bonjour et bon début de semaine chez vous. Plusieurs points ont été discutés le vendredi dernier lors du Conseil des ministres. Certains feront le sujet des analyses du débat d'aujourd'hui. Je reçois pour vous, pour en parler, Maître Richard Pinda, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la plateforme Yabison Pinda, et Monsieur Jean-Marie Kamenga, président national du Rassemblement démocratique pour la République RDR en sigle et membre de la dynamique pour la vérité des yeux. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors, comme c'est de coutume de chaque vendredi, le Conseil des ministres a été présidé par le président Félix Tshisekedi par visioconférence. Nous avons retenu pour en discuter quelques dossiers dont l'évaluation du couvre-feu, une levée progressive pour permettre aux Congolais de vaquer paisiblement à leurs occupations. Alors, Monsieur Jean-Marie, ce couvre-feu a-t-il réellement mis à mal les entreprises de certains de nos compatriotes? Merci madame. Je commencerai cette émission d'abord demain, le 1er février. Je vais rendre un vibrant hommage au président Félix Tshisekedi, puisque demain c'est la 5 ans depuis qu'il nous a quittés, que la terre de nos ancêtres toujours lui soit douce et légère. À ce qui concerne l'évaluation du Conseil des ministres, pratiquement, bon, parlons du couvre-feu, parce que d'abord il y a le couvre-feu chez nous, puisque même si vous allez dans des provinces, apparemment il n'y a absolument rien, même ici à Kinshasa, vous êtes à 1h du matin, vous voyez les gens circulent et les boîtes de nuit sont ouvertes. Moi je ne vois pas à quoi bon. Et je pense qu'il est temps de laisser les gens vaquer normalement, puisque aujourd'hui rien n'est respecté, la loi n'a pas été respectée et le fameux couvre-feu n'a pas été respecté. Je pense qu'on laisse le Congolais vaquer librement pour le moment. Alors, vous partagez cet avis, Maître Richard, que le couvre-feu n'est pas réellement respecté? Le seul avis que je partage avec notre débatteur... Monsieur Jean-Marie Kamenga. Je vous présente le meilleur, Monsieur Jean-Marie Kamenga. Merci, Maître. Merci. Le seul avis que je partage avec lui, c'est que demain, le 1er février, c'est l'anniversaire du décès du feu Étienne Tshisekedi, et par de suite, que son âme repose en paix, et qui continue d'ailleurs à reposer un peu, parce qu'il se réjouit de savoir qu'aujourd'hui, sa vision, son idéologie est portée à la tête de ces pays, et que nous arriverons à matérialiser ce que nous avons toujours dit, le peuple d'abord. Alors, vous dites couvre-feu. Est-ce que c'est respecté? Il dit, non, avant d'y aller, est-ce qu'il y a couvre-feu? Vous avez dit, non, est-ce que c'est respecté? Le couvre-feu, c'est quoi? C'est une mesure qui a été prise par les autorités de la ville, la République. Maintenant, quant au respect, c'est-à-dire que vous dites à ceux qui ne respectent pas, ce sont des inciviques, parce qu'une mesure a été prise et que nous sommes appelés à respecter. Aujourd'hui, il faille évaluer. Donc, vous voulez dire qu'on évaluerait ce qui n'existe pas. Et pourtant, cela existe. Le couvre-feu est vrai, il est réel. Et lorsque vous sortez dans la rue à des heures tardives, on vous mettra la main dessus. Si vous voulez hésiter ou douter, essayez de sortir aujourd'hui, par exemple, à 23h, vers chez moi, puisque je serai chez moi dans la maison, à la fenêtre en train de vous voir, et je verrai comment est-ce que vous mettrez la main dessus. Cette affaire existe réellement, et le défaut de ne l'avoir pas respecté soumet à l'auteur du respectabilité de ce fait-là, de payer les amendes. Nous sommes dans un État, il ne faut pas être d'un camp pour ne pas respecter une règle établie, Nous pensons que c'est une règle qui existe au nom de la République et elle doit être respectée. Je pense qu'à un certain niveau, nous devons amener les débats plus haut de nos appartenances politiques. Est-ce que cette mesure qui a été prise aujourd'hui, qui doit être évaluée, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour notre intérêt. Mais maître, vous vivez à Kinshasa, non? Vous allez dire que M. Jean-Marie Kamenga a totalement faux, a tout faux sur ce qu'il est en train de dire. Madame. Moi, par contre, chez moi aussi, je vois des gens, des fois, à 2h du matin circuler de ma fenêtre. Madame, vous dites ceci. Est-ce que M. Jean-Marie Kamenga a totalement faux? Oui. C'est-à-dire que quelque part, vous reconnaissez que la règle est là. La règle est là et des mesures, des contraintes vis-à-vis des personnes qui ne respectent cette règle-là, existent. C'est ça l'intérêt de la règle. C'est-à-dire que lorsque vous ne la respectez pas, il y a des sanctions qui s'en suivent. On ne dit pas que non, en fait, c'est tout le monde qui doit respecter. La question, c'est de savoir, est-ce que tout le monde respecte in extenso verbis? Pas du tout.
Oui, les règles sont là. Nous avons même l'habitude de dire chez nous, les avocats, mon co-débatteur ne me contredirait pas là-dessus, que la règle, elle est faite pour être violée. C'est-à-dire que si les personnes ou les gens violent cette règle-là, il faudrait les exhorter à respecter. Merci, maître. Alors, M. Jean-Marc Amenga, le maître dit, c'est vertu à dire que c'est vrai que nous savons que cette mesure existe, c'est vertu à dire qu'elle est respectée, bien qu'il y ait des inciviques, voilà, et que ce n'est pas une majorité. Alors, que dire de l'apport des policiers pendant cette période de couvre-feu, la façon dont ils font leur travail? Oui, mais c'est ça que je voulais dire peut-être au maître, que quand lui parle de tous ces inciviques, mais statistiquement parlant, si par exemple nous sommes dans un État, il y a une loi où 90% de la population ne respecte pas cette loi, je pense que ça ne sert plus à rien de parler de ça. Même aujourd'hui, vous sortez auprès de notre population, il vous dira, et ce couvre-feu en gros, ils ont la cassouche, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Et quand nous prenons les policiers, nous savons que pendant le couvre-feu, s'il y a des gens qui ont été plus heureux, c'était des policiers, puisque quand vous êtes après 22 heures, vous avez 23 heures, vous avez 1000 francs, 2000 francs, vous circulez à travers la ville. C'est ce que nous avons vécu. C'est comme ça, moi, je dis qu'il est temps, au lieu que le policier continue à rançonner le paisible citoyen congolais, qu'on laisse la chose évoluer normalement, puisque la population vit de ça. Et ils savent qu'il n'y a pas de couvre-feu. Si moi, je dois quitter ma tête pour aller à Gombe à minuit, si j'ai 4000 francs, j'arriverai à Gombe. Et c'est tout. Il n'y a pas de couvre-feu. Alors, pourquoi est-ce que les gens... c'est vraiment un souci, parce que dans une ville, il faut qu'à un moment, les gens dorment, non? Alors, une ville qui fonctionne 24 heures sur 24, comme dans des pays étrangers, quelque part, ce n'est pas, on va dire... bon, je ne sais pas. Vous pensez que ce serait mieux de lever cette couvre, même mis à part le fait que les entreprises se plaignent, mais vous ne pensez pas qu'on a un certain calme depuis quelque temps? Madame, oui. Aujourd'hui, hier, je suivais le gouvernement suédois, ok, oui, qui vient de lever toutes les mesures en rapport avec le coronavirus, que le gouvernement suédois dit que vivons avec le corona comme tout autre grippe. Le directeur général de l'OMS vient de demander à tous les pays d'ouvrir leurs frontières et de laisser les gens vivre normalement. La Grande-Bretagne vient d'annoncer le même mesure pratiquement, oui, que la Suède, plus de port de masques et consorts. Oui. Aujourd'hui, sur le plan maladie, je crois que la maladie, on l'a contenue. Il n'y a plus un problème. Pfizer vient d'imprimer, vient de faire fabriquer de médicaments contre le corona et consorts. Vivons comme ceux qui ont le cancer, vivons comme ceux qui ont le sida et consorts. La vie reprend normalement, au lieu de continuer avec ces aventures qui ont défavorisé vraiment beaucoup de gens, même sur le plan entrepreneuriat et consorts. Alors, moi, je pense que le moment est arrivé. Oui. Parlons de ceux qui ont été défavorisés. Est-ce qu'on va dire que ceux qui réjouiraient le plus le Congolais, en particulier le quinois, c'est pas peut-être la levée des mesures restrictives, comme par exemple le port du masque qui gêne les gens, ou bien l'ouverture, la fermeture des boîtes de nuit, par exemple. C'est vrai qu'il y a des boîtes de nuit qui fonctionnent, mais si on les appelle boîtes de nuit, c'est parce qu'elles doivent fonctionner tardivement. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui dérange plus le quinois? Madame, vous savez, il a soulevé une chose pour dire que nos 90% de population ne respectent pas cette couvre-feu. Il est politique. Il sait qu'en politique, il y a des mesures impopulaires que et ces mesures tendent à l'intérêt général, c'est-à-dire c'est pour protéger les populations. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, vous avez cité le gouvernement suédois, vous avez cité le gouvernement britannique, la Grande-Bretagne, vous avez cité beaucoup d'exemples pour dire qu'ils ont déjà pris des mesures pour éventuellement, élaguer les mesures restrictives. Je voudrais tout simplement nous dire ceci. Vous êtes Congolais, je suis Congolais. C'est-à-dire que nous avons nos réalités qui ne correspondent pas. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, nous avons la question de la prise en charge. Nous n'avons pas les hôpitaux qui répondent réellement à cette problématique, j'allais dire, de la prise en charge de soins et tout ce que vous voulez. Alors, ce sont des difficultés que nous avons chez nous. Okay? Nous n'allons pas faire les choses parce que la République suédoise a fait quelque chose, que nous agissons, nous suivons juste pour le plaisir de suivre. C'est-à-dire que nous devons évaluer à notre niveau. Voilà pourquoi le Conseil des ministres, se retrouvant
lors d'une réunion, ils ont évalué pour dire que ce que nous pouvons faire pour éventuellement alléger. La maladie est une réalité. Est-ce que nous devons vivre avec? Exactement. Puisque nous ne cesserons pas de continuer à vivre, nous en tant que tels, tout simplement parce que cette maladie est arrivée. Alors, la question ici qui se pose, la plus fondamentale, nous ne cessons de le dire que cette réalité-là, nous devons faire avec et nous y allons. Raison pour laquelle je reviens en disant tout simplement ceci, madame, que la réalité, elle est telle qu'elle. Les Congolais aiment bien vivre. Ils se sont sentis poignardés. Ils se sont sentis, comment dire, restreints dans leur jouissance. Surtout qu'avec le courant, avec le manque de courant à la maison, des fois on aime se retrouver dehors. Ce n'est pas ça seulement. Vous pouvez donner le courant, même tout ce qu'il faut à la maison. Le Congolais là va sortir, le Quinois là va sortir pour se retrouver dans une terrasse. Il va se retrouver la nuit quelque part, ainsi de suite, tout ça. Donc ça, c'est la vie des Congolais. Cela n'est pas dû au fait du manque de courant et tout ce qui va avec, ainsi de suite, tout ça. Nous pensons tout simplement qu'un État responsable agit tel que le gouvernement de la République a fait. C'est-à-dire qu'il a pris des mesures restrictives et il évalue l'opportunité, la possibilité de pouvoir soit de les améliorer, soit de les renforcer. Et à ce jour, ils se sont rendus compte qu'il faille restreindre de petit à petit jusqu'à ce que nous revenons à la normale. Ici, je jette un coup de fleur au gouvernement de la République parce que nous avons contenu cette pandémie. Éventuellement, nous avons pris des mesures qui ont permis à ce que cela ne puisse pas s'étendre à tout le monde. Nous nous réjouissons de ce qui a été fait et nous jetons des coups de fleur au gouvernement de la République pour ça. Alors, M. Choumain-Kamenya, par rapport à ces, puisque nous restons toujours dans le volet maladie, donc épidémie Covid-19, plus de 85 000, ça c'était le rapport du ministre de la Santé publique, plus de 85 171 cas confirmés, aucun décès heureusement enregistré entre le 22 et le 27 janvier, 1888 222 vaccinés, soit une couverture vaccinale de 0,35%, très faible, ce qui rend notre pays vulnérable à des prochaines éventuelles vagues. Alors, vous pensez que la propagation, déjà tout à l'heure vous disiez qu'on a contenu la maladie, ce qui n'est pas le cas. Pensez-vous que la mauvaise propagande faite autour du vaccin en est la cause? Le fait que les gens hésitent de se vacciner? Madame, je crois que nous ne pouvons pas être un peu le dindon de la farce. Là, je voulais dire peut-être à Maître que il doit reconnaître d'abord que le corona dans notre pays n'a pas eu des effets tels que les gens le pensaient. Dieu nous a épargnés. Peut-être c'est cette grandeur-là que nous oublions que nous sommes un peuple béni. Dieu nous a épargnés. Quand tu prends même le taux de la létalité, on ne passe même pas 1%. Donc, de 2019 ou 2020 qu'on a parlé du corona, vous verrez que en République démocratique du Congo par rapport à la malaria et autres maladies, il y a eu plus de morts du côté malaria et consorts, mais vous verrez qu'il n'y a pas eu beaucoup de Congolais qui ont succombé avec le corona. Et par exemple, aujourd'hui, chaque peuple, nous avons nos immunités. Tel que nous sommes là, nous sommes immunisés. Quand vous prenez le vaccin, donc l'immunité naturelle cesse d'abord de fonctionner puisqu'il y a notre corps étranger qui vient d'entrer. Nous venons de vivre tout à l'heure, la semaine qui vient de s'écouler, l'épilogue de Djokovic en Australie. Ok? Le vaccin ne peut pas devenir quelque chose d'obligatoire. Le vaccin, c'est l'homme qui se décide, puisque peut-être ici chez nous, ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, quand moi je suis en Europe, pendant l'hiver, je peux me dire que pendant cet hiver, moi je vais aller à la pharmacie acheter le vaccin contre la grippe. Je suis libre, j'achète le vaccin, on m'injecte le vaccin, je vis avec ce vaccin-là. Aujourd'hui, le corona, c'est comme toute autre grippe. Le corona ne peut pas prendre peut-être une place que nous peut-être on ne veut pas leur donner. Moi, je pense que... ça fait plus de morts que... C'est vrai que la grippe dans le temps... Quel est le taux de natalité en République démocratique du Congo? S'il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis, s'il y a eu beaucoup de morts en Europe, et si les Européens, les Américains veulent se faire vacciner, nous ne sommes pas obligés, nous les Africains, si nous sentons que c'est la maladie a été... des morts par Covid en RDC. Mais je dis, quel est le pourcentage? Puisque aujourd'hui, je viens de faire prendre le nombre de gens qui sont morts de la malaria pendant la période, puisque parlons de la Covid, de 2020 à 2022,
Prenons le taux de mortalité dans notre pays et prenez le taux de mortalité par rapport à la malaria qu'on sort. Donc, vous verrez que la Covid n'a pas eu des effets tels qu'on le pensait. Et moi, je pense que quant à la vaccination, c'est la volonté d'une personne. On ne peut pas faire de la vaccination une obligation. Et c'est là où nous pensons que, bien, le firme pharmaceutique se sont complotés avec des États pour un peu imposer leurs produits à la population, puisque quand vous prenez par exemple le pays comme la France, aujourd'hui vous avez des cartes vaccinales partout, des passes vaccinales, vous entrez, il y a ça et ça, même pour prendre l'avion. Donc beaucoup de gens aujourd'hui se font vacciner, peut-être par contrainte. Demain, je dois voyager pour la France. Ok, je n'ai pas d'autre choix. Je vais me faire vacciner juste pour aller en France. Alors, je suppose que vous ne tomberez pas dans ce panneau. Pendant ce temps, moi, je ne voyagerai jamais. Vous devrez essayer de ne pas voyager toute votre vie. Alors, puisque... Non, bientôt, là, toutes ces mesures vont quitter. Vont tomber. Alors, que pensez-vous de ces mesures là, prises dans des pays étrangers contre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, par exemple? Parlons de voyage. Madame, déjà... Je suppose que vous n'êtes pas vacciné, M. Camille. Non, je ne le ferai pas. Moi, je suis vacciné. Oui, tu es libre. C'est ça la volonté de la personne. Moi également, je suis vacciné. Ouais. Mais curieusement, c'est nous qui sommes vaccinés qui développons plus la maladie. Ok. Curieusement. Bizarrement. Ouais. Bizarrement. En principe, c'est comme on l'a toujours dit. Mais nous ne la développons pas de manière, on va dire, de manière grave. Non, de manière grave. Attention. Parce que si vous suivez... Vous avez des preuves de ce que vous avancez. Exactement. Là? Allez en France. Okay. Demandez les taux de contaminés maintenant. Vous allez vous rendre compte que ça a explosé. Ouais. Allez-y en Israël. Allez-y en Suède. Allez-y dans les pays qui ont vacciné presque tout le monde. Ok? Je me demande si... bon... Alors vous pensez qu'on devra toujours pas nous l'imposer ici en RDC, ce vaccin? Chez nous au Congo, nous avons 4 produits pour guérir cette affaire de coronavirus. Vous avez même mon frère, est mort, mon frère de l'église. C'est comment encore le nom du produit? Malacovid. Malacovid. C'est mon frère de l'église qui est décédé. Les chercheurs. Attention, maître, de ne pas vous êtes à la télévision, il ne faut pas faire de mauvaise publicité non plus. Non, je ne fais. Non, je ne dis pas qu'il est mort de la Covid, non, pas du tout. Je disais, j'allais encore dire prétendument assassiné. C'est ce que je voulais dire en fait. Okay. Puisqu'il est mort à un moment donné, c'est sa fille qui devait détenir... vous parlez du pharmacien. Le pharmacien. Vous voyez, donc je disais qu'il a été assassiné. Non pas qu'il est mort de Covid après avoir testé son produit sur lui-même, non, pas du tout. Il n'a même pas été contaminé. Et son fils a subi beaucoup de tentatives de meurtre. Le problème c'est quoi? C'est sorti de lui, il l'a dit ici, que ce sont les industries pharmaceutiques qui sont tout autour, éventuellement. Alors, il se pose un problème, c'est que nous ne faisons pas confiance aujourd'hui à tout ce qui vient de l'Occident, parce que nous savons que l'Occident ne vient pas de notre bonheur. Prenons par exemple l'Occident qui vous dit par exemple via le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale qu'ils veulent vous aider. Lorsque vous avez besoin de 10 milliards de dollars par exemple, ils vous viennent avec 1 milliard. Et 1 milliard là c'est réparti dans 5 ans. C'est pour vous démontrer à suffisance qu'ils ne veulent pas vous aider à vous développer. Puisque lorsque vous venez avec les 10 milliards. Les 1 milliard qu'ils vous donnent, ils vous disent que réparti en 5 ans, ça va faire 200 millions par mois. Et lorsque vous venez avec 200 millions, qu'est-ce que ça peut répondre réellement au problème des Congolais? Lorsque ces milliards-là, ces millions-là, ces 20 millions-là pointent du nez la République démocratique du Congo, ils trouvent des problèmes de salaire des militaires. Ils trouvent les problèmes des salaires des enseignants. Ils trouvent les problèmes des écoles enseignées, les fonctionnaires, la fonction publique, ainsi de suite. Tout ça. C'est-à-dire que ça ne répond pas au problème. L'intérêt, c'est lequel? C'est-à-dire que vous puissiez rester toujours quémandeur, demandeur et donneur. Quand il vous donne, on vous dit, il est des principes que la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est ainsi qu'on va vous dire, pendant que nous vous donnons les 200 millions, nous aurons besoin de tel minerai, ainsi de suite, nous allons l'exploiter pendant tel moment. Vous allez vous rendre compte qu'ils exploitent beaucoup plus qu'ils vous donnent les moyens. Alors pour vous,
laissons les gens libres de ne pas se faire vacciner, mais entre-temps, Non, on dit que lorsque ce n'est vous pas vous ce que j'ai vaccinez... dit. Oui, non, je pose la question. Entre-temps, on dit que quand vous vous vaccinez, vous protégez aussi les autres. Vous êtes sûr? Bah, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ce sont les médecins qui nous le disent. C'est Bah, dans la propagande. Le ministre de la Santé s'est fait vacciner. Là. Je me suis fait vacciner. Oui, mais c'est écrit Et sur vous les vous êtes panneaux. fait vacciner. Ouais. Madame, Voilà, Un madame. En instant. principe, excusez-moi, je voudrais réfléchir avec vous. Oui. En principe, quand on s'est fait vacciner, qu'est-ce qu'il y a? On vous prend les souches Oui. du Covid-19, on vous le met On dans vous la- l'injecte, ouais. pour que vous puissiez développer Des les défenses, antivirus. ouais. En fait, les antivirus, si on peut prendre ça Mm. comme ça, éventuellement les défenses immunitaires. Mais curieusement, ok, puisque vous les avez développés, en principe, vous devez faire face au Covid. Mm. C'est-à-dire que vous avez des antiballes, comme on dit. Lorsque le coronavirus vient pour percer vos antiballes, ça pose un problème. Vous voyez? Et le monde, au jour d'aujourd'hui, a démontré à suffisance que, allez-y voir ce qui se passe en France, par exemple. Et je ne pense pas que... Donc, faisons confiance au remède de grand-mère quand il s'agit de Covid. Maintenant, il se pose un problème. Vous faites confiance au remède des grands-mères ici, ok? Mais quand vous vous n'avez pas devez voyagé. Voilà. Et puis... c'est Bah, je vais oublier, rajouter- madame, Oui. moi, je ne suis pas de la médecine, Oui. mais c'est que je sache, on dit que pour la vaccination, on a dit que si 60% de la population est vaccinée, l'immunité devient collective. OK? Aujourd'hui, non, c'est ça. Non, je comprends votre logique. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? L'immunité à quel pourcentage? Puisque aujourd'hui, quand vous allez de l'Amérique en Europe, l'Asie, pratiquement le monde est vacciné. Oui. Mais nous n'avons pas la solution. Et j'ai dit ceci que laissons le monde. Et curieusement, l'Afrique qui n'a pas le même taux de vaccination est protégée. Mais c'est ça la colère peut-être des Occidentaux, puisque moi j'avais suivi en vidéo où Ah, la genèse, c'était pour réduire la natalité en Afrique. Madame Bill Gates, Oui. qui avait dit qu'avec ce corona, on va ramasser À la cuillère. les pelle. cadavres en Afrique. Mais c'est ça la grandeur de Dieu. Puisque l'Occident ne peut pas croire qu'avec la science, il devient plus que Dieu. Dieu nous a épargnés et nous ne devons pas jouer au jeu des Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons une réalité que l'Afrique a été épargnée par la malaria. Avançons peut-être là où les Africains ont oublié pendant les 2 ans de Corona. C'était le moment pour l'Afrique de s'engager dans le voie de développement. Mais nous, on s'est distrait avec ces histoires des Européens. Alors, on va peut-être dire que... Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez comment est-ce que le Botswana s'est développé? Vous savez comment le Botswana s'est développé? Le Botswana a eu une sécheresse de grande envergure. Il n'y avait pas de l'eau au Botswana. Et la Banque mondiale est venue. Ils ont pris des grandes décisions de prendre de l'eau de la Zambèze vers le Zimbabwe et faire des pipelines jusqu'au Botswana. L'argent a été décaissé par la Banque mondiale. Et le gouvernement botswanais, le projet devait commencer. Dieu aidant, il y a eu une forte pluie au Botswana où les rivières se sont remplies et les Botswanais ont pris cet argent, ils en ont utilisé pour le développement de leur pays. Et c'est ça qui a fait. Nous avons eu beaucoup d'argent ici pendant le temps du corona. Mais cet argent a été dépensé d'une façon là hasardeuse. Donc c'est pour dire que Oui. peut-être pendant les 2 ans avec cette maladie, Dieu a donné une opportunité à nous les Africains à se développer, mais nous on a cru faire plaisir aux Occidentaux. Ça Oui, mais- c'était mais une erreur pour nous. Oui, mais vous êtes d'accord avec nous que se mettre contre ce statu quo, on va dire, hein, sur la maladie des Occidentaux, c'est nous attirer aussi des foudres. Non, il n'y a pas. C'est ça peut-être l'erreur de nous Africains. Et nous ne voulons pas Les présidents qui ont dit officiellement que le corona n'existait pas, que c'était une vaste... les Magufuli. Oui, justement. Et je préfère comme il est mort dans cette dignité, mais au moins la Tanzanie est restée ce qu'il est resté. Au moins il y a eu le Ok. développement avec Magufuli. Alors, on va parler d'autre chose. Excusez-moi. Oui, oui. Je voudrais les mettre en contradiction avec lui-même. Il dit une chose, il dit que le Botswana s'est développé parce qu'ils ont profité d'une situation donnée. Oui. Oui, mais ils ont eu l'argent de Oui. la Banque mondiale. Exactement. Ah oui. Exactement. Et nous aussi, nous avons eu l'argent. Nous avons eu combien qui pouvaient développer? Vous pensez que le Congo, pour se développer, il faut 43 millions de dollars? Non, maître.
On a parlé ici, la Banque mondiale a parlé des 300 millions, on a parlé ici des... Non, moi je suis pas là, moi je suis pas dans le gouvernement. Tu es du gouvernement, tu peux m'expliquer. Oui, non, mais je dis ceci. Et puis là quand vous dites je suis du gouvernement, vous croirez que je suis ministre du gouvernement. Non, tu es membre d'un parti du gouvernement. D'un parti au pouvoir. Voilà, c'est ça que moi je dis. De ça, s'il vous plaît, laissez-moi quand même m'exprimer. Ok. Même on devait percevoir 300 millions. Je suis d'accord avec vous que cet argent a été dilapidé, d'une certaine manière, par certains individus. Ouais. Heureusement que certains ont été poursuivis et relâchés. 2 jours à Makala et sortis. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on pourra avancer, maître? J'étais en train de dire que le plus important, la réponse adéquate, c'est le développement de la République. Ou carrément, je disais que c'est d'avoir été interpellé, puisque ça va faire des leçons aux autres. Quand on constate dans le dossier qui a lieu quand on restitue cet argent, c'est ce qui a été fait, et je pense que nous avons évolué quand même, l'argent a été restitué. Vous pouvez me dire que dans le régime passé, on pouvait détourner et retourner l'argent. Non, pas du tout. Ça, c'est déjà le régime passé n'était pas moderne. Je voudrais ici évoluer pour dire ceci. En ce qui nous concerne, nous devons savoir une chose. Le développement de la République n'a pas de camp. Le développement de la République, c'est vous et moi et elle. C'est-à-dire qu'au nom de la République, nous mettons les efforts ensemble. Je voudrais ici relever une chose. Ne jouons pas au jeu des autres qui veulent quand on parle. Ici, nous avons été d'accord sur un point. Oui. C'est-à-dire que nous devons critiquer l'Occident. Oui. Parce que nous savons que le frein au développement de l'Afrique, c'est l'Occident. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque nous tenons les discours de l'Occident, c'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir sur des visions, des pensées, des philosophies qui peuvent permettre à ce que la République se développe, nous allons réfléchir sur des camps. Il est du pouvoir, et moi je ne le suis pas. Donc c'est-à-dire puisque je suis du pouvoir, moi, vous ne pouvez pas ressortir une idée qui va dans le sens de développer la République. Je te coupe pas la parole. Je viens de parler tout à l'heure de Botswana. Je dis une opportunité qui nous est arrivée, dans ce qui signifie que nous voulons bien le développement de notre pays. Puisque, comme vous venez de dire tout à l'heure, aujourd'hui, s'il y a une crise au Congo, il n'y a pas une crise pour les gens du pouvoir ni de ceux de l'opposition, la crise est congolaise. Donc c'est comme ça que je dis que nous avons eu cette opportunité. Quand je fais l'allusion au Botswana, voilà. C'est là où je voudrais dire que nous avons eu cette crise-là, et plutôt nous avons eu des opportunités comme vous l'avez, mais ces opportunités sont insignifiantes. D'accord. Parce que la République a besoin. J'ai fait une illustration pour vous dire que nous avons par exemple besoin de 100 milliards de dollars. 10 milliards. On vous donne 1 milliard pendant 5 ans. Mais même quand on vous dit qu'on va vous donner, on va décaisser 300 millions de dollars. Vous êtes sûr qu'on a décaissé cet argent, 300 millions de dollars pour nous? Non. Les experts sont là. Quand les experts non, arrivent, il faut venir les experts. Quand les experts arrivent, les experts vous consomment 70% de Voilà. Ok, c'est-à-dire qu'il vous reste pratiquement rien. Même le rien qui vous reste là, vous ne l'avez pas immédiatement. Non. On vous le répartit, ainsi de suite. On va parler d'un autre point. Donc, pendant le Conseil de ministres, c'était la nécessité de l'accompagnement gouvernemental et l'appropriation des grands travaux. Voilà, le chef de l'État a rappelé avoir engagé le gouvernement à faire de l'inspection et du suivi de l'exécution des travaux une priorité. Ce ne sont plus les conseillers de la présidence, mais les ministres de tutelle qui vont superviser ces travaux. Votre avis là-dessus? Je pense que nous, chaque fois quand je suis dans une émission, j'insiste que Félix a vécu dans des pays démocratiques et il a vu un peu la gestion d'un État. Puisque on ne va pas inventer la roue pour développer notre pays. Aujourd'hui, même sur le plan informatique, tous les logiciels, les programmeurs sont là, ils en ont fait. On achète et on met et vous avez le résultat. Le vrai problème aujourd'hui, nous devons peut-être penser autrement dans notre pays, comment développer. Puisque quand nous parlons infrastructure, nous parlons infrastructure à Kinshasa. Nous parlons infrastructure à Kinshasa. Puisque apparemment, le gouvernement croit que la République c'est Kinshasa. Que font nos gouverneurs de province? Pourquoi ne pas responsabiliser les gouverneurs de province? Puisque ce sont des entités décentralisées. Décentralisées en leur donnant. Puisque aujourd'hui, nous pouvons dire que nous voulons développer, par exemple, la nationale numéro 1. De Mwanda jusqu'à Kasumbalesa. OK? On peut dire qu'écoute,
le gouverneur du Congo central, nous mettons à votre disposition tel montant et nous vous donnons la durée des travaux. Le gouverneur de Kwango, nous vous donnons tel montant pour telle durée. Le gouverneur de Kasaï, du Kwilu, nous vous donnons du Kasaï, de Kasaï central, Kasaï central, Kasaï oriental, vous avez l'Omami, vous avez le Olomami, vous avez le Lualaba, vous êtes le Okatanga et directement, vous êtes à Kasumbalé, c'est à la frontière avec la Zambie. Il faut un peu responsable, puisque nous avons constaté que aujourd'hui, sur le plan interne, tout ce qu'on dit inspection, qui sont ces inspecteurs? Qui sont ces inspecteurs? Ce sont des Congolais comme nous. Nous connaissons comment les choses fonctionnent. Oui, dans quel pays du monde on vous dit qu'un kilomètre de route est une bonne route? On vous dit, d'abord c'était dans des 400 000, 500 000. Aujourd'hui, au Congo, on nous parle toujours d'1 million de dollars le kilomètre. Mais après 6 mois de la remise des travaux au gouvernement, vous avez une route déjà foutue. Donc, nos routes, donc l'entrepreneur ne donne aucune garantie au gouvernement. Dans d'autres pays, nous voyons, quand il y a une route qui est construite, on vous dit que la durée de la route est de 30 ans, la durée de la route est de 50 ans. Je pense que le temps, c'est comme il a dit tout à l'heure, la difficulté, c'est nous tous les Congolais que nous éprouvons. Je viens d'être dernièrement à Kikwit. Vous quittez Kinshasa sur la nationale numéro 1, vous êtes à Kenge, la route est menacée de disparaître. Vous avancez vers Massamouna, la route est menacée. Au niveau de Massamouna, on est en train de travailler. Vous arrivez vers Kasaï, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit continuer dans ce système où chaque année, ce qu'on avait fait l'année passée, il faut voilà, l'éternel recommencement, prendre toujours l'argent au lieu de voir d'autres projets. On est toujours dans la même chose. Je pense qu'il est temps que aujourd'hui qu'on arrive réellement à cette décentralisation, que le gouverneur de province prenne réellement leurs responsabilités, que le gouvernement central comprenne que ils ne sont pas le Congo tout entier. Puisque s'il y a un gouvernement central, donnez aussi des responsabilités au gouvernement provincial pour voir aussi leur capacité de management sur le terrain. Oui, mais en parlant de gouvernement provincial, exemple même à Kinshasa, pourquoi est-ce que le projet Centrou a été finalement remis au gouvernement central alors qu'il était de l'apanage du gouvernement provincial? Il y a une crise, on va dire, de confiance. Madame, je voudrais d'abord que l'on fasse la part de choses entre les compétences du gouvernement central et les compétences des entités territoriales décentralisées. Puisque c'est de là que nous pouvons comprendre. La question que nous nous posons, c'est les grandes routes, c'est-à-dire qu'on prend national numéro 1 de la compétence national, gouvernement central. C'est-à-dire que lorsque le président de la République vient donner l'instruction, il y a 2 entités lorsqu'il dit qu'il faut faire le suivi. Le suivi n'est pas nécessairement fait par le gouvernement, parce qu'au sein par le membre du gouvernement, j'allais dire, ou de manière indirecte par les membres du gouvernement, tout simplement parce qu'au sein du gouvernement, par exemple, vous avez le ministère de l'Intérieur. Et les ministères de l'Intérieur peuvent relayer le vœu du gouvernement au gouverneur. Et les gouverneurs peuvent éventuellement s'en saisir et faire ce suivi-là. Okay? Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais revenir sur la question du système. Ce qui pourrit ces pays, chez Koufa Bandakala, c'est le système. Ah, vous renchérissez là-dessus? Oui, j'ai renchéri là-dessus. Parce qu'il ne me contredirait pas là-dessus. Même étant coordonnateur membre de la coordination des vérités des urnes, il ne va pas me contredire là-dessus. Je voudrais ici relever ce qui suit. Je suis nommé ministre de la République. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis ministre du budget, par exemple. Vous allez vous rendre compte que tous les départements qui existent au ministère du budget vont venir vers moi. Ils vous disent: Maître Mpinda Richard, nous vous sentons élégant, nous souhaiterons à ce que vous ayez des maisons, que vous ayez des ceci. Mais quand ils viennent vers vous, ils viennent avec des primes. Ouais. Ils vous disent, voilà, que nous pouvons, avec ça, vous allez vous enrichir. Ce qu'on a dit, logique est belle, vous allez mourir pauvre. Vous voyez, vous avez le choix entre accepter les systèmes et agir dans l'intérêt de la République. Et très souvent, le nôtre oublie ce pourquoi ils ont été élus, ou ce pourquoi ils ont été nommés au gouvernement. Prenons aujourd'hui, par exemple, combien de nos populations souffrent avec les Chinois, les Indiens, les Sénégalais, ceux qui travaillent là.
Et ces indiens-là sont rédevables au ministre? Non, c'est les ministres qui deviennent rédevables. Ok. C'est les ministres auprès de qui on a approché pour un pourcentage et qui l'oublient. Qu'il est là pour travailler pour l'intérêt de la population. Alors, coup de chapeau à Mme Bazaïba qui a refusé publiquement cette enveloppe qui lui était... Oui, coup de chapeau. Coup de chapeau à elle. Ça, c'est ce qu'elle n'a pas accepté sur le... Et la personne pour qui... Les Chinois. Qu'est-ce qu'on a fait de ces Chinois? On les a arrêtés. C'est un cadeau, on le refuse. Pourquoi arrêter quelqu'un pour un cadeau? C'est là, ça devient une corruption. C'est une forme de corruption. Ouais. On devait le poursuivre pour tentative de corruption. Voilà. Sous notre cieux. On vous achète seulement les billets. Ouais. Le premier ministre israélien, il a quitté le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on lui a offert des faveurs. Ouais. Madame, on ne peut rien accepter de qui que ce soit. Même un bouton. Oh non, vous êtes nommé, on vous vient avec des costumes. On doit vous poursuivre pour ça. Si vous avez accepté. Donc même si une maison de couture vient vous offrir des costumes. Oui, c'est la corruption. Mais depuis longtemps, pourquoi vous donnez pas? La loi de la République dit ceci. Ouais. Que lorsque vous avez accédé ou que vous accédez à une fonction, vous ne pouvez rien acheter, rien vendre. Maintenant, vous ne pouvez rien recevoir tel quel, puisque tout est pris en charge par l'État. Au nom de quoi on doit venir vers vous avec même des bouquets de fleurs? Pas du tout. Ok, ça peut même faire un problème. C'est maintenant le bouquet de fleurs, c'est au juge d'apprécier. Ok. Vous voyez. Alors, madame, vous allez vous rendre compte que le système, il est celui-là. Moi, j'ai toujours dit, au-delà du système, il y a un boss. Ok? Quand il y a un chef, il y a un patron, il y a un Mukondi. Apparemment, ce Mukondi-là, chez nous, il est inconscient. Expliquez-nous. Je me perds. Ouais. Je m'explique pour dire ceci. Tshisekedi est là. Ouais. Au-delà de Tshisekedi, il y a un chef. Lequel? Je dis pas Dieu. J'ai dit la population. Chez nous, la population ne s'assume pas. Ok. Je vais vous prendre, raison pour laquelle j'ai dit que nous, les populations africaines, nous sommes inconscients. Je m'explique pour dire ceci. Prenons le cas du RAM. Ok? Le RAM nous ruine. Ok? Le gouvernement dit je ne peux pas agir. Pourquoi? Parce que le Parlement est en train d'examiner ces cas-là. Ok? Les gouvernements, les parlements prennent une solution. Que dit le chef? Le chef est là. Il dit rien. Il sortait dans la rue. Mais il se plaint, le chef, tous les jours il parle. Oui, mais non, monsieur Kamenga, quand ce chef-là va sur la route pour réclamer ce RAM-là, ils étaient là, ceux de la dynamique vous avez fait, oui, ils ont fait un franc, franc patriotique. Oui, mais non. Ils sont allés pour réclamer. Vous les avez, la police les a quoi? On va dire, les a réprimés. Non, ils sont sortis dans la rue, on les a laissés même marcher. Okay. Là où il y a eu des débordements, s'il vous plaît. Oui, il y a eu des débordements. Là où il y a eu des débordements, on a recadré. Oui. Okay. Mais c'était le chef à parler. Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui. Attendez un peu. Il ne suffit pas pour que l'UDPS accède au pouvoir aujourd'hui, c'est un combat de 37 ans. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience pour dire que les lois sont ici, à continuer à Katiba au lâcher. Oui, concluez. Je voudrais conclure en disant ceci. Parce que j'étais sur un développement, donc j'ai même perdu. Le chef. J'étais en train de dire. Le chef que nous sommes. Voilà. Le chef peut faire quoi? Il sort dans la rue, il trouve que comprimer et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, il ne sait pas manifester. Il y a une autre solution. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'on prenne une journée sans utiliser l'Internet? Ah, ça c'est difficile. Non, c'est pas impossible. Vous voyez, le problème c'est ça. Le problème de notre pays, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites que c'est difficile. Au lieu de vous sacrifier pour votre intérêt une seule fois. On dit une seule journée, nous décrétons journée sans téléphone, par exemple. Vous allez vous rendre compte que c'est un manque à gagner énorme. Les sociétés téléphoniques, ça se fait partout. Les sociétés téléphoniques vont se dire monsieur le gouvernement, nous pensons que vous devez procéder autrement pour accéder à votre argent. Alors là, le gouvernement aussi n'est pas en cause puisque un ministre nous a répondu que c'était un service directement qui dépendait de la présidence de la République. Madame, voilà, je réagis pour dire J'ai réagi vite pour dire ça. Le gouvernement n'est pas en cause. C'est un service qui est rattaché à la présidence. Quel est le rôle de c'est comme aujourd'hui, par exemple, nous prenons... c'est l'ARPTC de la RPTC, oui. Vous, aujourd'hui, nous vous prenons. Est-ce que vous, les médias, vous avez les redevances, vous les payez à l'association des journalistes UNPC? Non. C'est le ministère qui gère.
L'autorité est là, c'est une autorité de régulation. De la même manière que vous, chez vous avec l'UNPC. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire que vous êtes régi, il y a des règles. C'est-à-dire qu'on vous observe comment est-ce que vous vous comportez. Vous avez même vu récemment ici, lorsque Vodacom a failli faire je ne sais quoi avec ces affaires de RAM, la PTC est sortie, a fait une sortie médiatique pour dire que non, vous devez respecter la régulation. C'est ça en fait la PTC. Merci. Lorsqu'on vous dit autorité de régulation des postes et télécommunications. Mais qui gère la question de la gestion maintenant? Merci, relève du ministre. Alors, toujours dans cette histoire de quoi, de grands travaux qui doivent être coordonnés par le gouvernement, ma question c'est plutôt dans le fait que j'ai l'impression que dans chaque conseil de ministres, c'est toujours le président a rappelé au ministre qu'il fallait le président. Alors je me dis c'est un gouvernement d'action. On les appelle les warriors. Mais pourquoi est-ce que le président de la République est tout le temps sans cesse en mode rappel vis-à-vis de ces personnes qui sont censées donner des réponses ponctuelles? Madame, je pense que cette réponse, le maître sera mieux outillé pour répondre, puisque quand vous prenez à chaque conseil des ministres, Oui. c'est M. Félix qui préside. Oui. Mais quand vous suivez M. Félix lors de son discours à la nation devant le Congrès, il disait toujours, il y a eu ça, j'instruis le gouvernement. Comme si lui ne connaissait rien de ce qui se passe dans ce gouvernement. Entre-temps, à chaque vendredi, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Donc, c'est pour montrer que, en soi, il n'y a pas une boussole qui conduit ce gouvernement. Donc, nous sommes, vous voyez par exemple, tout ce que nous avons vécu ici, ces histoires des Tchilé Gelou, on a vu un peu le débâcle de programme au niveau dans le Grand Kassai, on a vu tout ce qu'on a vécu ici. C'est pour aujourd'hui, le conseiller de la présidence sont devenus pratiquement comme les membres du gouvernement. Depuis que peut-être notre pays, on a parlé peut-être à l'époque de Kabila avec le gouvernement parallèle. Mais aujourd'hui, avec Félix, ce sont les conseils qui refont surface pour dire que pratiquement les grandes décisions, ce sont les conseils qui manipulent, qui sont à la manœuvre, consort et les gouvernements. Vous pensez que le président a plus confiance aux conseillers non, même s'il avait... l'exécutif qu'il a investi? Oui, chaque président a confiance à ses conseillers, puisque c'est lui qui le nomme. Et c'est eux qui sont ses conseillers, c'est eux qui font des notes pour faire voir au chef que voilà, il y a ça et ça. Mais le vrai problème est que Félix n'a pas peut-être ce respect au gouvernement, dans ce sens que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Mais quand vous voyez des projets, ce sont les projets de la présidence et c'est l'argent du trésor public. On ne sait pas comment est-ce que cet argent est géré. Et or, selon la Constitution, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Personne ne viendra demander à Félix qu'avez-vous fait avec l'argent du Télégelou, qu'avez-vous fait avec des 600 millions. C'est peut-être le fait maintenant que les grands travaux sont maintenant confiés à l'exécutif plutôt que le suivi soit fait par des conseillers. C'est peut-être pour ça. Espérons que maintenant les choses vont marcher normalement, que le gouvernement reprenne réellement ses prérogatives constitutionnelles. Alors, Maître Pinda, parlons d'un exemple concret. Cette grève des enseignants qui va durer maintenant 21 jours, je ne sais pas en quantième jour on est. Vous allez nous dire, toujours la question... Voilà, et alors toujours dans le rappel, le président instruit, le président... Là, il me regarde. Oui, il attend une réponse de vous. Alors, si on dit qu'est-ce qui bloque? Quand est-ce que ce gouvernement, qu'on nous a présenté comme des hommes qui connaissent la situation et qui sont là pour apporter des réponses ponctuelles, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, nous savons, vous savez, moi j'ai une vision de la démocratie. J'ai une vision de la démocratie quand je vois le président de la République intervenir, il dit nous voulons une démocratie participative. Ce qui voudrait tout simplement dire que chacun dans son rôle, dans ses attributions, doit jouer son rôle. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement, vous avez un président de la République, vous avez un parlement et vous avez la population qui doit aussi jouer son rôle. Pour que le Congo se relève, pour que la démocratie soit réelle, pour que le développement soit effectif, il faille pour nous que chacun joue son rôle. Alors, je m'en prends à, disons, à ce qui avait été dit tout à l'heure ici. Le président de la République, lorsqu'il est au Congrès, il fait son devoir. Lorsqu'il dit « j'instruis », c'est une forme de faire quoi? De donner l'impulsion.
on instruit, c'est-à-dire qu'on donne une orientation, c'est-à-dire que je voudrais que les choses soient faites telles quelles. Lorsque le président de la République est au Conseil des ministres et qu'il rappelle, il dit je rappelle tel projet, où en sommes-nous? Ou puisqu'il n'est pas, il n'est pas exécutif au sens d'agir au quotidien. C'est-à-dire qu'il rappelle aux membres du gouvernement que nous avons, on dit rappel de décision par moment. Oui. On dit mot du président de la République. Et dans ce mot du président de la République, le président de la République rappelle, instruit. C'est ça en fait l'impulsion de l'action gouvernementale. Il est dans ses prérogatives constitutionnelles. C'est-à-dire que ça ne fait pas de lui personne extérieure, plutôt personne interne. Mais dans ses prérogatives, le président de la République ne se contente que de ça. Et il ne peut que faire ça. Vous voyez? Donc vous avez maintenant un gouvernement. Et le gouvernement qui accompagne, qui doit endosser la vision, l'impulsion de l'action gouvernementale, fait quoi? Agit. Et alors, nous devons nous le dire aussi, quand les membres du cabinet du président de la République, conseillers, sont en train de suivre un dossier, c'est tout à fait légitime parce que le président de la République, comme vous l'avez dit par vous-même, il doit avoir un œil regardant sur ce qui se passe. Raison pour laquelle il est présent, il est en train de suivre. Mais il se pose maintenant un problème. Le plus grand problème que nous tous nous devrions combattre, parce que le gouvernement déjà, il fait sa part, c'est-à-dire que vous détournez, l'IGF est là, il vous suit par-dessus, ainsi de suite. Nous devons accompagner certains actes du gouvernement. Au départ, ici, nous étions, je le sentais vraiment, j'ai dit, bah écoute, mais lorsqu'il est maintenant dans les individualismes pour dire que Tshisekedi dit ceci, avec ses conseillers, c'est là, Tshisekedi est comme ceci, je le retrouve en tant que monsieur de l'Amouka au sens propre. C'est-à-dire que nous avons eu à un moment donné un débat républicain, mais nous avons perdu l'élan. Non, nous sommes toujours dans le débat républicain. Nous réfléchir. Nous avons besoin de vous. Oui, nous sommes dans le débat. Nous avons besoin de vous dans cette république. C'est-à-dire que les idées que vous pourriez émettre ici, c'est intéressant, il note quelque part et éventuellement, il le couche en forme de décision. Et la République va faire quoi? Gagner. Et lorsque la République gagne, ce n'est pas la République du pouvoir, ce n'est pas la République de l'Amouka, c'est la République de tout le monde, c'est-à-dire vous et moi ensemble. Alors, madame, vous avez dit les enseignants. Il faut d'abord qu'on se dise. Les enseignants ici ne réclament pas les salaires. Ça, il faut se mettre d'accord sur ce point-là. Les enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions. Ça, il faut se le dire. Ok? C'est-à-dire qu'il y a déjà un salaire qui est là. Ils veulent qu'on améliore avant qu'on accepte. Mais il faut le pourparler. Ne nous trompons pas, ne nous voilons pas la face. Au jour d'aujourd'hui, j'ai là, vous parlez de quels enseignants de Kinshasa? Parce que ceux du Kasaï, non, ceux du Kasaï oriental, oui, du Kasaï oriental, par exemple, sont allés voir Madame la gouverneure pour dire qu'il y avait certaines inégalités. Ça veut dire les travaux des professeurs, le salaire des professeurs ordinaires par rapport à ceux des chefs de travaux même les assistants et les assistants. Donc, en fait, ils ne réclament pas les salaires. Ils réclament à ce que l'on puisse réajuster d'abord les salaires. Ils réclament leurs primes, ils réclament beaucoup d'autres choses. Mais alors pourquoi il n'y a pas de ponctualité dans ce dossier-là et que nos enfants sont à la maison? Madame, voilà ce qu'il y a. Oui. Voilà ce que nous devons retenir pour cette République. Nous avons deux catégories de projets de développement. Ne vous en faites pas, les salaires aussi c'est un projet de développement. Il faille nécessairement y répondre. Ok? Mais c'est un projet qui en soi, si je peux considérer ça comme projet, ok, qui en soi ne favorise pas, comment dire, le terme approprié qu'il faut ici, il absorbe le fond, ok, et nous met en difficulté. En fait, il n'y a pas de résultats pour moi tel quel, ok, du point de vue de la société. Certes, vrai que le salaire permettra à ce que j'ai une belle veste, que vous ayez des belles lunettes. Oui, et un rendement meilleur au travail. Exactement. Oui. Je suis d'accord sur ces principes-là. Mais ici, nous sommes arrivés à un budget de 100 milliards de... Qu'est-ce que j'ai dit? 10 milliards de dollars. Okay? Ce sont des assignations. Ce sont des assignations. D'ailleurs, en 2000, oui, c'est un budget. C'est ça le budget, en fait, ce sont des assignations. Voilà. D'ailleurs, le budget passé, nous sommes allés au-delà de ces assignations. Ce qui voudrait dire qu'ici, on a pris le minimum possible, de 10 à 11 milliards. C'est le minimum possible, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà. Comme on peut être en deçà. Oui, comme on peut être en deçà. Oui. Mais du moins, nous avons vu l'exploit passer, ok, comme les trous qu'il y avait dans les trésors publics avec nos amis qui tiraient avec la carte Visa et que les amis se servaient, s'achetaient des maisons. Maître, quand vous parlez, je suis tentée de vous dire que... quand vous parlez, je suis tentée de vous dire que juste au début de ce conseil-là, on va dire le mot du président de la République était aussi d'instruire le gouvernement de faire en sorte que nos léopards, notre équipe nationale de football qui est au Bahreïn en ce moment, qu'il ne manque de rien, que tout soit fait
en sorte que les finances, le budget, tout ça soit fait en sorte qu'ils se sentent à l'aise afin de gagner ce mariage, cette épreuve de barrage. Hein? Ouais, voilà. Alors, si il y a l'argent, si ce n'est pas un problème de finances, pourquoi est-ce que entre football et enseignement, je ne dis pas que enseignement c'est mieux ou quoi que ce soit, mais je dis entre les deux, pourquoi ne pas d'abord privilégier du côté enseignement? Madame. Oui. Attendez, oui. Que maître termine. Terminé. Oui, mais c'est une incise. C'est une incise. Je prends l'incise pour dire ceci. Il y a des besoins ponctuels qui demandent des solutions immédiates et des solutions, de problèmes qui demandent une étude approfondie pour y remédier. Ok, j'étais en train de développer une théorie. Alors, je vous prends. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un projet d'hôpital, par exemple. Ce projet d'hôpital va générer de l'argent. C'est-à-dire que les gens vont y aller, ok? Un projet d'hôpital, un projet d'école, ça va... En fait, ça permet... Allons dans le sport, oui. Un projet de... Oui, nous avons un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, ça va générer de l'argent aussi. Comment? C'est quand vous dites ça. Oui, voilà. Vous n'aimez pas le football ou que vous ne suivez pas le football? Non. On aimerait savoir comment, entre la ponctualité de payer ceux qui instruisent nos enfants pour souvent, développer la République. Qui va suivre, j'ai fait toujours ça. Oui, donnez-nous cette réponse-là. Nous sommes toutes oui. Ok. Est-ce que vous savez que lorsque vous allez participer au football et que vous avez gagné, ce n'est pas seulement la coupe, c'est ce qu'on voit. Il y a de l'argent qu'on gagne aussi. Oui, mais à l'auteur de combien? Oui, non, dites-nous, maître. Comme ça, vous pensez par exemple qu'aujourd'hui, pour envoyer nos footballeurs aller jouer ainsi de suite, ça va coûter des millions? Oui. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Même pas 100 000 $. Mais dans une république où tout se chiffre en millions. S'il vous plaît, non, dans une république où tout se chiffre en millions, mais ça ne va pas coûter 1 million $. Même pas 100 000 $. Okay? Mais on va parler de volet sécuritaire. En termes d'argent, ce sont des millions que l'on perçoit. Le football, c'est une très grande industrie. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, prenons les cas de... Oui, mais laissez-le aussi parler. Madame, moi je voulais dire peut-être au maître que il ne faut pas... Chaque fois tu me rappelles quelque chose, que le pays nous appartient tous. Tout à fait. La difficulté que nous avons aujourd'hui, d'abord, notre système éducatif est réellement au rabais. Et nous ne prenons pas conscience. Donc, à Lingala, il dit que notre système éducatif est Koufa déjà. Mais vous l'avez dit vous-même que Mbok est Koufa. Exactement, mais il m'accompagne, il nous accompagne. Il faille des solutions. Moi, je dis que notre système éducatif est réellement au rabais et il nous faut réellement de prendre conscience, de peur que dans les années qui suivent, on assistera ici à l'importation de l'élite extérieure pour venir encore prendre le relève dans notre pays. Et ça, c'est dangereux. Moi, je reviens un peu à ce qui se passe à l'enseignement supérieur universitaire. Nzangi vient aux affaires. Nzangi organise les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Lors des états généraux, il y a de mesures qui sont prises, entre autres, désormais. Le conseil le comité de gestion des universités et des instituts supérieurs seront choisis par le leur. Donc le professeur se retrouve, ils choisissent le leur, on peut intériner par la présidence, par ordonnance et consort. On revient, c'est le même Nzangi qui a organisé les états généraux où il y a eu des recommandations et il vient, aujourd'hui vous remarquerez, quand vous allez ici à l'IFASIC, il y a le professeur de l'IPEN qui qui attend de devenir DG de l'IFASIC, mais il y a tout un comité de gestion en place. Vous allez peut-être à l'université, on avait déjà résolu avec... hein? Mais il est plus professeur de l'IPEN. Il donne cours à l'IFASIC. Je ne sais pas. Non, j'ai dit que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. J'ai dit que aujourd'hui, il y a d'abord cette anarchie. Puisque quand vous allez à l'IPEN, vous trouverez qu'il y a des comités. Nous attendons que vous relevez cette anarchie. Allons lentement. Il y a des comités. OK? Il y a les comités sortants et les comités entrants. Et entre-temps, le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit à son ministre de surseoir son arrêté, mais lui s'entête
Et ce qui signifie le dysfonctionnement d'un gouvernement. Puisque quand le Premier ministre part, toi tu t'étais. Il y a un chef. Tu viens de parler ici tout à l'heure des chefs. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la crise de cette grève de la rentrée académique. Nos amis de l'AMCO adorent les crises, allez-y. Non, nous n'adorons pas. Nous observons la gestion. Si à la crise, vous voulez nous observons la gestion calamiteuse de la République. Hein? Oui. Nous observons ce qui se passe aujourd'hui. Madame vient de vous parler tout à l'heure. 21 jours de l'ouverture de l'année académique. Il n'y a pas de cours qui sont en train d'être dispensés. Et on va terminer toujours l'année académique en catastrophe. Et nous avons des finalistes qui sont incapables de s'exprimer ni d'écrire. Et ce sont là les cadres de demain. Donc nous pensons qu'il est temps, c'est comme madame vient de dire, qu'on essaye un peu. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là des noms. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de noms. Puisque aujourd'hui, nous savons, chaque fois quand vous parlez de la destruction de la République pendant 18 ans. OK? Oui. Et aujourd'hui, il est temps que les dégâts de 18 ans soient vite remédiés. De peur que, puisque quand vous prenez 18 ans de pouvoir, ces dégâts-là, un enfant était né, il est devenu déjà adulte. Avec quelle formation? Voilà. Donc c'est comme ça que nous disons qu'il n'est plus temps de s'aventurer, puisque si vous voulez détruire une nation, il n'y a que deux choses. Son éducation. C'est l'éducation et la santé. On reste on passe maintenant dans le volet sécuritaire, toujours avec vous. Comment vous évaluez les opérations conjointes des FARDC et des UPDF dans les zones à conflit? Madame, je crois que les histoires de sécurité, ce sont des histoires d'abord tellement sensibles pour le pays. Il y a des spécialistes qui doivent en parler. Mais on nous en parle. Nous voyons. Non. Récupérer des bastions, oui. Nous avons vu. Oui. Vous savez, quand il y a une mission comme le PDF est venu avec le FARDC. Donc, il se donne un timing. OK? Nous avons vu, par exemple, l'Amérique et la Grande-Bretagne en Irak. En moins de 7 jours, l'opération était déjà pratiquement terminée, mais ils étaient maintenant à la recherche des caches et consorts et comment avoir Saddam Hussein. Ça a pris des temps que ça a pris. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, nous ne vivons pas à l'Est de la République. Hier, peut-être, j'ai eu des entretiens avec un ami qui vient de l'Est. Même nos frères de l'Est, aujourd'hui, commencent à dire que nos frères de l'Ouest ne nous comprennent pas. Ils sont inconscients. Ils nous considèrent ici à l'Ouest inconscients. Donc, le vrai problème aujourd'hui, nous sommes dans une situation tellement compliquée à l'Est. Puisque, aujourd'hui, en commençant d'abord avec l'état de siège, bientôt nous sommes à 5 mois de l'état de siège, qui n'a rien produit. Rien. J'ai dit rien produit. Peut-être c'est une occasion de l'enrichissement de tous ces militaires et policiers à qui on a donné des responsabilités. Puisque même la société civile de l'Ituri comme du Nord Kivu demande aujourd'hui la levée de l'état de siège et de remettre en place les autorités civiles et que le militaire gère leur guerre. Vous ne pensez pas que ce sont ceux qui tirent les ficelles de ces groupes armés qui réclament cela? Avant l'état de siège, c'était le même discours. Les ficelles, les tireurs de ficelles sont à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a eu l'état de siège, nous sommes là où nous sommes. La semaine passée, nous avons vu encore un autre élément entrer dans le enjeu, le M23, avec ce qui s'est passé à Rutshuru. Toutes ces histoires compliquent. Et c'est comme ça, on a toujours dit qu'il est temps que le Congolais, nous Congolais, qu'on se parle en tant que frères et qu'on trouve une solution à la congolaise pour que cette aventure de l'Est, puisque plus nous sommes en train de mener des histoires avec beaucoup de légèreté, plus nous savons nous tous que la partie Est du Congo est toujours convoitée et il y a des gens qui veulent la balkanisation de notre État. Ce n'est pas une aventure, mais c'est une réalité, puisqu'il y a même
des professeurs qui en ont fait des conférences à travers le monde. Le Congo, c'est un grand pays, il faut balkaniser pour mieux gouverner ces pays qu'on sort. Donc c'est à nous, puisque les États-Unis sont plus grands que nous, ils sont là. La Chine est plus grande que nous, ils existent, et nous sommes fiers aussi d'avoir ce Congo plus grand, mais c'est à nous de mettre de l'ordre à ce qui se passe à l'Est. On n'est pas dans une guerre ou bien dans un conflit pour dire que non, c'est pour eux, non. C'est notre pays à nous tous. Il est temps qu'on écoute aussi le son des autres. Alors, bon, c'est une question, hein, mais je me tourne vers Maître Richard, c'est juste une question, mais sous observation, pour dire, si la coalition FCCH n'a pas mis fin à la guerre de l'Est, parce que c'était des ennemis, on va dire, politiques qui se sont mis ensemble à un moment, il n'y avait pas cette guerre-là. Vous pensez que la coalition on va dire, pouvoir Fayoulou, ou je ne sais pas comment on va dire, la Mouka, vous pensez que ça mettra fin à cette guerre-là? Là, nous parlons des étrangers qui nous tirent dessus, des ADF. Quels sont ces étrangers? Qui sont les ADF? Bah, c'est une rébellion ougandaise. C'est une rébellion ougandaise. Ouais. Et les gens qui viennent de nous secourir sont qui? Bah, ils connaissent les leurs, non? Ce n'est pas et ça. qui ne vous dit pas que c'est une stratégie de leur pays pour nous envahir et prendre nos richesses? Bon. C'est ça aussi la question. Monsieur Kamenga, je me dis que quand même, il faudrait féliciter nos FARDC quand vous dites qu'il n'y a rien qui se passe depuis l'état de siège. Quand moi je dis que le FARDC font un grand travail, mais non, je dis ceci. Le FARDC font un grand travail, nous voyons ce qu'on est en train de vivre, mais aujourd'hui, quand tu vois, bientôt là, dès que nous aurons terminé cette émission, peut-être dès que tu... Non, quand tu vas entrer dans... Non, j'ai dit, quand tu vas entrer dans des réseaux sociaux, vous verrez que l'ADF vient de tuer comme ça, l'ADF vient de faire telle embuscade, des consorts, mais l'armée là... Avec vos réseaux sociaux, moi j'ai lu que le colonel autoproclamé Magoumou, chef de Maïmaï, et Sanlim Rachid Mohamed, chargé de propagande et informaticien des ADF, ont été capturés. 17 jours avant, c'était Benjamin Kisso Keragno, chef de renseignement et ravitaillement ADF, qui avait aussi été capturé. Tout ça, c'est rien. Bah justement, c'est la question que je vais vous poser à vous. La question que vous me posez pour dire que c'est rien. Ils sont où? Ils sont capturés. Mais ils sont où? Quand ils sont capturés, ils sont où? Il y a Mohamed dont le papa demande même d'être extradé. Non, je dis ceci. Non, il faut une minute, madame. Une minute. Nous voyons quelqu'un l'offense au chef de l'État à Goma. Le premier vol sur Kinshasa, la personne est à bord. Il est à Makala, soit à Ndolo. Où sont ces gens-là? Puisque non, laissez-moi terminer. Oui. Où sont ces gens-là qui sont capturés? Répondez à la question. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Oui, on vous fait signe là-bas. Ils sont là-bas. Il faut dire que quand il y a eu offense au chef de l'État, la personne a été transférée ici. Non. Il a été interpellé là-bas et relaxé là-bas. Condamné là-bas. S'il vous plaît, les musiciens où? S'il vous plaît, laissez-le. Les musiciens où? Laissez-le, monsieur Kamenga, soyez élégant, c'est son temps de parole. Il a été relaxé. Non, il est condamné. Bon, venons-en à ce qui est important. Oui. Okay? Qui est aussi important, parce que c'est aussi important. Oui. Je voudrais faire un bref aperçu. Ouais. Ok? Ouais. De ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand je dis la République, ce ne sont pas les individus. Lorsqu'il y a une contradiction entre le ministre et son ministre du gouvernement, ok, il faut attaquer les actes qu'ils ont faits. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, tout le monde peut le faire, même vous pouvez le faire. Mais lorsque vous dites que le ministre est en train de s'entêter, ça ne marche pas comme ça. Ok? Nous devons le condamner tous. Nous ne pouvons pas dire que non, parce qu'ils sont tous du gouvernement. Non, d'ailleurs, ils sont même des mêmes camps, tous ensemble. De Moïse Katumbi. Non. Okay? Sama n'est pas de Katumbi. Sama est avec Banza. Sama est avec Banza. Kassela Netienne. Voilà. Kassela Netienne. Ok? Yeah. Où nous sommes rendus, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement entrant, plutôt il y a un comité entrant, un comité sortant. Mais quand on a suspendu, c'est-à-dire que le comité entrant n'entre plus. C'est le comité sortant qui continue à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'on ait régularisé cette situation-là. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, je voudrais revenir sur ce qui est ici avec les ADF. Est-ce que vous savez pourquoi le statut des ADF a changé? Ils ont cessé d'être mouvement rebelle. Ils sont terroristes. Vous savez pourquoi? Surtout vous connaissez. Ce n'est plus les rebelles ougandais. Je m'explique pour dire ceci. Les ADF, ok, ils sont entrés, il y a de cela maintenant 25 ans, 26 ans. Ok?
ils sont restés sur le territoire de la République démocratique du Congo 26 ans durant. Ils ont pris des Congolais. On arrête même des Congolais là-bas. Bien sûr. On arrête Les même poseurs de bombes. les Ougandais. On arrête même les Kenyans. C'est devenu un mouvement terroriste. Ce n'est plus une rébellion d'un État ougandais qui revendiquerait pour l'intérêt de Ouganda. C'est-à-dire que ça bat en brèche ce que vous veniez de dire tout à l'heure. Pour dire que ce sont les Ougandais et pourtant ça pouvait être une stratégie. C'est-à-dire que votre logique est par terre. Non, pourquoi tu veux mettre ça par terre? Parce que j'ai avancé un argumentaire qui le met par terre. Alors, je suis en train de dire ceci. Alors, j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, les ADF, c'est une structure même les Rwandais sont dedans, même des Congolais, ainsi de suite, tout ça, ils mettent en mal, ils théorisent. J'ai toujours posé cette question ici. On va dire, ils sont pareils à l'État islamique, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai toujours élevé ces moyens ici pour dire ça. En 1994, quand ils sont entrés, ils avaient des armes. Et au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ces armes-là ne sont pas rouillées? Ils sont fournis. Ils sont fournis maintenant, c'est ça la question, par qui? Par le multinational. Alors, tu me donnes raison maintenant? Je vous donne raison et je confirme encore pour dire ceci. Que c'est vous qui avez été financé par le multinational lors des élections. Tu es témoin? Oh là là, tu es sûr? Maître, cherchez. Maître, malheureusement. Je voudrais dire, madame, s'il vous plaît. Non, mais. Tu es sûr? Oui, non, mais on nous fait écoutez, signe. s'il vous plaît, je voudrais chuter en disant ceci. Elle a eu Oui, mais justement, est-ce que c'est moi qui vous ai fait signe? Mais moi, je vous ai donné la parole, c'est vous qui le suivez. Au moins, c'est toi qui as eu plus de temps de parole que moi. Laissez-moi, s'il vous plaît. C'est vous qui le suivez. Moi, je vais arrêter de le suivre pour dire ceci. Lorsque un Américain, vous avez soulevé la question des Américains, lorsque, c'était Chirac, je crois, ou Sarkozy, avait critiqué l'action américaine en Irak. C'était Chirac, à l'époque de Chirac. Vous avez vu que les Américains ont même refusé d'acheter les vins français. Ouais. Ok? Mais chez nous... Mais ils avaient besoin de Toujours le peuple, toujours le peuple. Non. Ils avaient besoin de ces champagnes français. Non. Et ils en ont acheté après. Voilà. S'il vous plaît, lorsque, économique, ça a dû peser énormément. Lorsque vous avez un ministre sénégalais qui vous dit, ministre des Affaires étrangères sénégalais, qui vous dit, le passage de la RDC à la tête de l'Union africaine, ok, a été vide. Un passage à vide. Vous voyez la réaction de nos amis. Ils oublient qu'on a critiqué et nous et vous. Oui. Puisque quand on parle de la RDC, on ne voit pas Chilombo. Nous devions dire quoi par rapport à la situation de l'Est de la République? Nous le savons qu'il y a une main noire derrière. Nous devions nous tenir comme un seul homme. Mais je viens de dire ça. Madame, dans un dialogue. Vous avez dit, il a dit dans un dialogue. Il y a eu des dialogues communautaires. Merci. Et ces dialogues communautaires le problème est que nous avons vu dans tous les pays du monde. Nous avons vu dans beaucoup de pays du monde le chef. Je dois malheureusement clôturer cette émission. Malheureusement, nous avons commencé en retard. Nos excuses à vous qui nous avez suivi dès le début de cette émission et à vous qui nous avez pris en cours. Nous avons critiqué certains points, analysé certains points lors du Conseil de ministres du vendredi 28 janvier 2022. Merci Maître Richard Pinda pour votre présence. Merci Monsieur Jean-Marie Kamenga. Merci Madame. Voilà, vous allez suivre cette émission en rediffusion à 21h30 et nous nous retrouvons le vendredi. Au revoir.